Ok. Ça marche. Par contre, j'ai qu'un demi-cerveau. Ça capte déjà, tu sais. Non. Hein. Déjà, merci d'être là. C'est notre premier événement pour Nuancier Média, puisque c'est une association qui a été créée en décembre dernier, 2023. Donc déjà, merci d'avoir fait le déplacement, ça nous fait trop plaisir. Et ce que vous venez d'entendre, c'est l'introduction de l'épisode, de tous les épisodes en fait, du podcast, qui a été fait par Douchimé, qui est une artiste belge et rwandaise que j'ai contactée justement dans la démarche de Ubunda Hanwa, parce que je voulais aussi mettre en avant une artiste qui est concernée et qui, dans son travail, traduit en musique, en performance, puisque c'est une artiste pluridisciplinaire, cette histoire rwandaise et belge. Et donc, je vous invite à aller la suivre, c'est Douchimé. Et elle a d'ailleurs sorti, il y a 15 jours, un nouvel EP qui s'appelle Home is Motif. On va faire aussi les présentations, parce que moi je vous connais, j'ai un peu l'impression d'être en famille. Hein. C'est des conversations en famille avec la tante, l'amie, et donc du coup je me dis que ça peut être intéressant aussi que vous vous présentiez pour les personnes qui ne vous connaissent pas. D'accord. Chacune à son tour. Je vous laisse. Oui, je m'appelle Kajame Priscille. Je suis rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et je suis la tante de Marianne. Et c'est la première fois que publiquement elle prend la parole. Et tout à l'heure, on a eu une conversation et je me suis dit que déjà ça, j'ai l'impression d'avoir gagné. C'est qu'elle m'a dit maintenant que j'ai fait le podcast, peut-être que j'irai dans les écoles pour... Et je me suis dit, ça va, c'est bon. Et là, c'est encore bien. Alors moi, je suis Félicité Yamoukulu. Je vous viens de Bruxelles. Je suis aussi survivante du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994. On n'habitait pas dans la même région. Non. Et on a fini par se retrouver en Belgique et retrouver Marianne. Qu'est-ce que je dirais d'autre Moi, je suis tout le temps dans les écoles. Tout le temps dans les écoles, je travaille avec les profs, je les amène au Rwanda pour le travail de mémoire. Si je suis en train d'écrire avec les étudiants, je suis au point de publier un second livre. Donc bref, je travaille pour la transmission de la mémoire et tout ce qui va avec, mais surtout dans l'axe d'éducation. Parfait. C'est un premier livre. Et c'est toi qui as initié C'est ça. Ouais, c'est ça que la boucle est bouclée en vrai. Parce que c'est parce que on s'est rencontrés pour son livre qui est son livre c'est L'ouragan a frappé Nyundo. L'ouragan a frappé Nyundo et c'était la soirée de présentation et quelques jours avant, elle était passée chez Tante Priscille. Oui, je vais faire comme à la maison, j'appelle Tante Priscille. Et donc on a fait les présentations. Et là, en fait, c'était la première fois qu'on se voyait, donc elle me demandait qui j'étais, etc. Et donc je lui dis, je suis arrivée durant le génocide, j'ai été sauvée par les casques bleus belges. Et là, elle m'a un peu posé des questions. Et c'est la première fois, en fait, qu'une personne m'a réellement posé des questions sur ma propre expérience d'enfant qui a vécu ce génocide.
Et ça a terminé en pleurs, mais pleurs de joie, parce que il y a vraiment eu comme un poids en moi de me dire, en fait, j'ai eu l'espace de pouvoir expliquer ce que ça m'avait fait de vivre ça à 4 ans et demi. Et après, j'ai été la voir lors de cette soirée de présentation de son livre que je vous conseille vraiment. En termes de ressources, c'est vraiment un très bon livre. Et de nouveau, j'ai pris la parole. Elle m'a filé une confiance, en fait. Et après, cette confiance a donné lieu à un projet dans les écoles avec Anne et la Cité Miroir et Jennifer qui est juste là, et qui s'appelle Retisser l'espoir, parole de jeunes, où on va dans les écoles pour faire une transmission aussi de la mémoire, ce travail de mémoire, de conscientiser aussi ce qui s'est passé, comment en fait on en vient à cette haine de l'autre et cette déshumanisation. Et aussi on le passe par l'art, parce que voilà, Anne est comédienne et moi je suis styliste, dessinatrice, peintre, tout ça. Et donc grâce à ça, on permet aussi aux ados, puisque c'est des classes de 5e ou de 6e secondaire, de s'exprimer par des collages, des peintures, du slam, des poèmes. Et après, il y a une exposition avec toutes ces créations. Et cette exposition, c'est du 12 juin au 30 juin, je pense. Et c'est juste ici. QG, quoi. Capté ? C'est le QG. On va commencer par l'écoute, le premier extrait. C'est avant. Et à l'époque, les Tutsis, la majorité était en exil, assez souvent dans les pays limitrophes du Rwanda. Et quand je suis née en 1969, j'ai remarqué que la grande partie de ma famille était en exil. Et ils n'avaient pas le droit de venir nous voir. Et nous, on n'avait pas le droit d'aller les voir. On est le 3 avril, on est tous invités à la maison parce que c'était la fête de Pâques. Tous les Cléjamais se retrouvent à la maison, et les enfants, et les maris, les femmes et les petits-enfants, on se retrouve tous à la maison pour fêter la fête de Pâques. Mais en même temps, avec tout ce qui se passait à ce moment-là dans le pays, il y avait vraiment des choses pas faciles. Il y avait les présidents des partis qui mouraient avec eux. Il y avait beaucoup de tueries et on avait droit au silence. On ne pouvait pas aller quelque part pour se plaindre qu'on a la personne qui a été tuée. Et d'ailleurs, tu ne pouvais pas le prouver. Et on est allé à la maison. Du coup, on a mangé ensemble. On était tous contents. Mais les parents avaient vraiment peur. Papa qui nous disait, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je vous vois tous. Maman qui nous disait, vous connaissez mes rêves, quand je rêve de quelque chose, la chose arrive. J'ai rêvé que je m'envoyais dans beaucoup de sang avec vous. C'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter tous. Les enfants, je vous le jure, c'est peut-être la dernière fois que je vous vois. J'avais toujours l'impression que, même les parents, ils avaient toujours l'impression que ça commençait par la capitale, qui est Kigali. Alors à nous, c'était tout le pays. Alors, ce premier extrait, c'est pour introduire une thématique que je trouve importante et que même quand je vais dans les écoles, je place assez rapidement. Comme l'a dit tante Priscille dans cet extrait, elle démontre aussi comment, en fait, ce génocide n'est pas arrivé par hasard. Ça a réellement été une construction, une organisation. Il y a, les graines étaient là déjà depuis de nombreuses années. Et c'est ça aussi que je voulais, avec le podcast, transmettre. L'idée que, en fait, la Belgique et le Rwanda, quoi qu'il arrive, sont liés. Parce que, par exemple, il y a encore... Moi, j'ai 34 ans et il y a encore beaucoup de personnes autour de moi, de mon âge, quand je leur dis que le Rwanda est une ancienne colonie belge, ils sont « Ah ouais ?» Parce que pour eux, il n'y a que le Congo, en fait. Et donc, ils ne s'imaginent pas que le Burundi et le Rwanda ont aussi été colonisés par la Belgique. Et donc, ça a aussi
eu des conséquences dans l'organisation de ces pays, de ces communautés. Et du coup, je voulais poser comme question à toutes les deux et partir d'une citation, c'est très marrant, t'es juste devant moi, de Félicité. « J'ai rejeté de moi cette part de ma culture qui glorifie la discrétion, se taire, endurer, sans se plaindre, jusqu'à mourir sans protester. Non. » Qu'est-ce que ça vous inspire justement, le fait d'avoir pris la parole publiquement et décidé par exemple toi d'aller dans les écoles et pour toi, tante Priscille, de te dire « Ok, je participe à un projet de ma nièce et je parle publiquement de ce qui m'est arrivé ». Qu'est-ce qui, la motivation, le déclic? La motivation, en fait, ça fait 30 ans, j'ai jamais parlé. Et je pense que pouvoir parler, ça m'a libérée. Et c'est comme si il y a un poids que je mets par terre. Et puis, j'avais envie aussi de partager mes peines avec tout le monde. Et j'avoue que même les gens qui vivent avec moi, je n'ai jamais parlé avec eux ce qui s'est passé. Et là encore, c'est un petit extrait. Je compte continuer et tout raconter. Et puis, c'est pour la mémoire, il ne faut pas qu'on oublie, c'est notre vécu. Quoi qu'il arrive, même si tu meurs, ça reste quelque part. Tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde a besoin de savoir. Et c'est mon devoir aussi de leur faire savoir. Parce qu'il y avait les plus petits, les plus jeunes qui comprenaient pas. Il y avait aussi ce qui avait l'âge de comprendre, mais qui étaient trop blessés, qui n'ont pas su ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est vraiment mon devoir de leur faire part de ce qui s'est passé et ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de parler, mais rien ne m'a fait parler et je pense que c'est la bonne chose pour une rescapée. C'est quelque part une thérapie parce que je pense que tu peux aller chez un psy, mais c'est encore mieux de parler avec les gens qui ont vécu la même chose que toi. Parce qu'ils comprennent réellement ce que c'est. Le génocide, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer comme ça et que quelqu'un d'autre comprenne ce que c'est. Ça a été une chose vraiment la pire des choses qui peut exister. Et si tu n'as pas vécu ça, je sais qu'on comprend, mais tu ne peux pas comprendre au point de le vivre. Donc c'est pour ça, c'est quand même bien de parler aux autres, c'est quelque part un devoir. Et comment tu t'es dit, toi, Félicité, parce que dans la phrase que j'ai tirée de ton livre, il y a aussi un peu comme si il y avait un conflit de loyauté sur la manière dont tu fonctionnais, ou en tout cas on t'a éduqué, en prenant la décision de carrément écrire un livre en tant que survivante. Alors, ce n'était pas tellement un conflit de loyauté, mais c'était une révolte. Révolte quant à ce qui est toute cette culture. Pour vraiment bien expliquer, c'est que le Rwanda avait une culture. Nous avons grandi avec des mots et pas de mots. Des choses qu'on pourrait dire, qu'on ne peut pas dire comme ça. Et au départ, moi, j'étais déjà perturbée par le fait que culturellement, un voisin ne pouvait pas nuire à son voisin. C'était le frère le plus proche. Mais quand le génocide va arriver, ce sont les plus proches, le voisin, les personnes que ma mère soignait qui vont quand même faire ça.
Et donc, voilà, ma famille va être exterminée, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes tantes, je pourrais faire la liste. Donc, tout le monde qui meurt en même temps, en un coup, et partout. Et alors, j'ai quand même encore en moi toute cette pudeur rwandaise qui est sublime, qui est super, parce que c'est vraiment quand même, il y a une beauté dans notre culture, mais en même temps, le silence, non quoi. Je ne sais pas comment est-ce que je peux me taire. En même temps, je me dis, mais qui pourrait me croire si je dis ce que nous avons vécu? Qui pourrait comprendre déjà que moi-même je ne comprends pas, et alors je me dis certainement, une chose est sûre, je ne peux pas me taire puisque j'ai survécu. C'est la quatrième d'une fratrie de 7, et donc la quatrième, je suis parmi les plus jeunes, j'ai un petit frère à moi. Je vais survivre en me disant, je dois prendre soin de lui, je dois prendre soin de lui. Il n'était pas à la maison. Et il me pose tellement de questions. Et j'ai une petite cousine qui est grièvement blessée à 4 ans. Et chaque fois qu'on quittait un endroit, on allait dans un autre, elle était blessée, elle était laissée pour morte. Et puis ça va continuer jusqu'à ce que nous allons être évacués. Et d'ailleurs, je reviens sur votre programme qui est magnifique sur l'adoption. Donc elle va être adoptée par une famille flamande qui était là le jour de la présentation de mon livre, qui a adopté d'autres enfants rwandais, pas parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils en avaient, mais ils ont décidé de prendre en charge et ont adopté ces enfants. Donc ma cousine de 4 ans, qui a exactement l'âge de Marianne aujourd'hui, elle est grièvement blessée, elle va être adoptée par cette famille belge qui nous trouve catastrophée une fois évacuée au Zaïre. Et je me sens responsable, et de mon petit frère, et de ma petite cousine de 4 ans que j'ai vu ses parents mourir sous mes yeux. Et il y a cette révolte de me dire, tiens, la culture ne nous a pas sauvés, ce sont les voisins qui nous ont tués. Et en même temps, culturellement, on ne peut pas crier, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas déverser son sou en public comme ça. Donc il faut trouver un moyen. Et donc j'ai cette révolte à moi de me dire, ça s'est passé et on peut encore se taire? Impossible. Bon, il va y avoir un deuxième déclic, c'est quand j'apprends que mon père, avant d'être assassiné, donc lui il a survécu quand même un mois, entre le 7 avril et le 1er mai, qu'il écrivait. Et il écrivait... et les jeunes qui étaient autour de lui, qui avaient survécu un moment avec lui, un seul sortira de là, lui posait tout le temps la question le soir, mais professeur, mais ça ne sert à rien, vous écrivez, vous imaginez que vous allez encore donner le cours. On est au milieu des corps, tout est désastre autour. Et lui, il disait, il faut absolument raconter au monde entier ce qui se passe, ce qui s'est passé ici. Et donc, quand j'apprends par ce survivant, j'aurais donné tout l'or du monde pour savoir ce qu'il écrivait, seulement le titre. Il avait noté sur son carnet l'ouragan a frappé Nyundo. Et le titre, je vais le prendre, mais aussi contrarié, parce que j'étais énervée de lui dire... C'est un titre qui ne veut rien dire. L'ouragan, c'est pas une catastrophe naturelle quand même. Mais je vais avoir un conseil quand même d'une bonne écrivaine française, Catherine Coqueux, qui me dit « Tu vas le regretter si tu ne prends pas le titre de ton père, puisque c'est le déclic qui te pousse à écrire. » Et donc, du coup, je me dis « Ok, il y a plusieurs petites choses qui vont se mettre en place, mais le but, c'est de ne pas me taire et de ne pas taire cette histoire. C'est de la raconter, pas raconter seulement notre malheur, mais c'est de raconter que c'était des gens qui vivaient, qu'on avait une vie, qu'ils avaient des noms, qu'ils avaient des passions, qu'ils avaient des métiers, qui avaient des enfants qui n'avaient même pas encore été à l'école et qui avaient tout un avenir, quoi. Et c'est toutes des vies fauchées comme ça que je trouvais important
de rappeler. Et ça vous fait revenir, mine de rien, à une humanité que nous partageons en commun. Donc, après avoir vécu tout ça, pour moi, c'était hors de question de me taire. D'ailleurs, je le dis à qui veut l'entendre et je le raconte. Vous me donnez une journée, je vais prendre une journée. Vous me donnez 5 minutes, je prendrai 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Mais le dire avec le but de transmettre, ou dire le plus jamais ça, comment est-ce qu'on. Le ça, c'est ça. Et plus jamais, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Mais je suis plus là. Essaye de venir vite sur Kigali quand ça sera possible, de voir s'il y a un enfant qui reste. Et ok. Le 9 au matin, à 8h, mon frère arrive à appeler aussi. Je viens lui parler. Il me dit, je suis là, au petit séminaire. Et il me dit, j'ai la chance de t'avoir au téléphone. C'était pour vraiment te dire adieu. Je dis, ok, d'accord. Alors il me dit, si jamais tu as la chance de survivre par miracle et qu'il y a un autre enfant par miracle qui reste, essaye de les réunir. Parce que tu sais très bien, on est quand même une famille unie. Ne reste pas l'enfant d'une sœur ou de moi-même qui reste et que toi tu sois là, qu'il soit dans un orphelinat ou élevé par quelqu'un d'autre. Je dis ok, d'accord. Ça a été très 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 dur parce que je l'ai appris ici à la maison. On m'a téléphoné pour me le dire. C'était trop trop dur. Après le génocide, je me retrouve seule. Je me retrouve avec beaucoup de responsabilités parce que j'avais plusieurs orphelins. Je suis seule. Ma sœur aînée est ici. On a décidé de départager les enfants. C'était quelque chose de très très difficile à gérer. Ça c'est un. De deux, j'avais à peine 25 ans. C'était l'âge des rêves, des projets. Les projets c'était fini. C'est une autre direction. Je ne sais pas où commencer. Mais la vie continue. Je dois continuer quand même à vivre. Dans cet extrait, je voulais mettre en avant une deuxième thématique qu'on retrouve dans ce premier épisode. C'est la question de faire famille, de garder cet accrochage à la famille, parce que malgré l'horreur, pour que ce soit pour toi comme pour Jade, parce que les deux participantes de l'épisode sont là ce soir, mais pour elles, pour toutes les deux, c'était hyper important de garder la famille la plus unie possible en fait. Je voulais, par ce biais-là, poser une question de comment avez-vous trouvé cette force, cet élan pour justement en fait faire famille? Tu ne sais pas où tu vas forger la force, mais en fait tu peux te dire je n'arrive pas à faire ça si tu sais que quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Mais si tu es seule, obligée d'être forte. En même temps, je me suis posé la question, je suis la seule survivante. J'ai les enfants de mes sœurs et frères. Je me suis mis à leur place. Je me suis mise à leur place et je me suis dit, si c'était moi qui n'étais plus là et que mon enfant était là, je n'aurais pas aimé quand même que mon enfant soit ailleurs que chez sa tante ou son oncle. Donc du coup, tu te poses des questions, tu te réponds, tu te poses des questions, tu te réponds, mais tu es obligé de trouver une solution par soi-même. Tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de conseils, tu es le juge de toi-même, tu es obligé vraiment de tout faire sans attendre quoi que ce soit, sans attendre qui que ce soit. Et voilà, j'ai essayé. C'était 5 enfants. Et chacun était de son côté. Celui qui était parti, il y en a un qui était au Congo, 2 d'ailleurs, mais aux 2 endroits différents. Il y en a une autre qui était fort blessée, qui était chez le voisin.
Donc, chacun était de son côté. Il n'y avait pas de téléphone. Deux fois, un enfant se retrouvait quelque part. On ne sait même pas à qui il appartient. J'ai dû passer par la Croix-Rouge. Finalement, un à un est venu. J'étais obligée de les élever. J'avais vraiment des responsabilités qui dépassaient, mais tu ne sais pas comment tu y arrives, mais tu es obligée, et tu es obligée d'être forte pour tout le monde. Tu ne dois pas montrer aux enfants que tu n'y arrives pas. Tu dois vraiment être maman, papa, tous les titres qui peuvent exister. Et ça te rend fort. Tu as la force que tu ne peux pas expliquer d'où ça vient, mais j'ai essayé. Où est-ce qu'on puise la force comment surtout garder vraiment la famille. Mais oui, mais d'une part parce que le génocide a détruit des familles, mais vraiment des familles entières. Mais oui, parce que c'était les Tutsis qui étaient visés, c'était par famille et jusqu'au bébé. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, quand je regarde du côté de mon père, ils étaient à 7, des maisons de 9 enfants, de 5 enfants, personne n'a survécu. Et donc, moi, après, quand je me retrouve, mon petit frère, 3 petits cousins à gauche, à droite, ma petite cousine Yvette qui est adoptée en Belgique, au départ, moi, j'avais peur de cette responsabilité. J'avais vraiment peur de cette responsabilité, mais en même temps, je ne pouvais pas y échapper. Je me disais, je suis maintenant la mère de mon frère, je suis sa grande sœur, et je me donnais même parfois des rôles en me disant, je dois lui demander son bulletin. Puisqu'il faut quand même montrer son bulletin après que nous soyons revenus au Rwanda. Je dis clairement, je me dis, moi je suis dans une famille d'accueil et c'est tout à fait normal. Les autres rentrent, ils montrent leur bulletin et parfois moi on ne me le demande pas. Le choc. Et vous dites, oh là là, je suis sûre qu'à cette heure-ci, mon père serait là pour me féliciter pour ci, ma mère serait là pour dire, ah là, alors là, c'est top, tu peux encore continuer à rêver, faire ta médecine. Mais il n'y a pas tout ça. Et alors je me dis, je vais quand même devoir prendre ce rôle et demander à mon frère, c'est quoi ton bulletin? Parce que lui, il étudie dans une autre ville. Et donc vous vous retrouvez en train de jouer des rôles. Et puis après, ça va évoluer, je vais terminer mes études secondaires. Et mon rêve le plus absolu, c'est, ou la rage, hein, je l'ai déjà dit, ma rage, c'est de fonder une famille. J'avais vraiment envie de revenir à ce que nous étions, comme si j'allais redevenir un peu... j'allais reformer ce qui a été cassé. Ce n'est pas possible, c'est pas que je voulais vraiment... Mais je voulais un petit peu reproduire ce que moi j'ai vécu, l'éducation que j'ai reçue. L'amour des parents, cette affection qu'on avait chez les grands-parents et tout. Et donc je me disais, la seule chose peut-être qui va me tenir debout, c'est de fonder une famille. Et moi j'ai réfléchi à ma famille très, très vite. Je crois Priscille, je lui raconte souvent, je savais comment est-ce que j'allais m'organiser. Je me suis toujours organisée. J'ai eu 4 enfants en 4 ans. Mais tip-top 4 ans. Et donc voilà, j'étais affairée, mais pour moi c'était la vie qui reprenait. Donc, se dire que le génocide a détruit des familles entières, revenir petit à petit à cet état familial, c'était important. Et je pense que comme Priscille être très tôt assaillie de responsabilités, mais d'ordre familial, c'est aussi revenir petit à petit à la reconstruction. Il y a eu beaucoup d'enfants chefs de ménage au Rwanda. Il y en a qui se sont retrouvés avec leurs petits frères tout petits, des bébés parfois, et vous avez 12 ans, 13 ans, vous savez que la responsabilité vous incombe de garder cette famille. Et je pense que c'était quand même une des choses qui a aidé à la reconstruction petit à petit, parce qu'on savait très bien ce qui avait été détruit, à savoir la famille, et revenir à l'état familial, c'était quelque chose de très important. Il y a eu même des formations de familles artificielles parmi les rescapés. À un moment donné, ils se sont dit, voilà, les gars, quand tout le monde rentre de l'internat
rentrent dans leur famille, chez soi et tout. Mais il y avait beaucoup de jeunes rescapés qui, eux, ne savaient pas où aller. Moi, j'avais un des cousins. Déjà, j'étais dans une famille d'accueil. Et alors, à un moment donné, vous êtes reçus dans une famille. Moi, c'était une famille vraiment qui connaissait aussi ma famille avant. Mais il y avait des enfants qui vivaient ça et là. Et l'école primaire, ça se passe. Arrivés en secondaire, on se dit, ils sont beaucoup plus grands, ados. Et donc, ils vont à l'internat. Même ceux qui les ont gardés tout jeunes, ne s'en occupent plus. Tu es grand, quoi. Tu vas à l'internat. Et puis, pendant 3 mois... il y en a qui habitaient dans des familles, ça arrive un divorce, ça arrive une séparation. Et donc cet enfant revient, il n'y a plus de foyer qu'il avait reçu. Et il rejoint ses autres camarades rescapés lui disent nous on n'a nulle part où aller. Hein. Donc quand les autres vont en vacances, on cherche une chambre et ils étaient à plus de 50 dans 2 petites pièces et ils faisaient des rotations pour dormir. Et donc mon cousin va vivre ça. Et puis finalement, vous terminez les études dans des conditions incroyables et on a inventé des familles artificielles parmi les étudiants. Parce qu'en se disant, oula, quand il y aura un mariage, toi de ton côté, il n'y aura personne qui viendra de ci, de ça. Donc on va essayer d'être... Moi je suis la maman... on choisit un garçon de mon âge en face qui va être papa, et puis on va nommer les enfants. Et vraiment, des familles artificielles, mais le besoin de revenir à la structure familiale était primordial. Donc je pense que c'est un besoin qui nous animait à nous tous. Maintenant qu'on a déjà pas mal parlé, et que je vous vois un peu naviguer dans toutes ces paroles, est-ce qu'il y a par hasard des personnes qui ont déjà des questions, des ressentis à partager? Parce que l'idée, c'est pas non plus d'être en mode vraiment on distille et puis voilà, c'est aussi une rencontre. Donc si vous avez des choses à partager, des questions, des éléments qui n'ont pas été très clairs pour vous, franchement, on est là pour aussi y répondre ou écouter aussi votre expérience. Oui. Moi, j'ai une question plus pratique. Quel âge aviez-vous exactement toutes les 3 en 94? J'ai eu 25 ans en mai, donc pendant le génocide. Moi, j'avais 15 ans et demi. Et moi, j'avais 4 ans et demi. Justement, dans le podcast, on entend souvent les informations qui arrivent, et je me demandais par quel biais, parce qu'en 94, c'est pas comme maintenant, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas le téléphone. Donc je me disais, mais comment est-ce qu'elles savent où sont les gens et qui reste et qui n'est plus là? Ça c'est facile. Bonne question. Je peux y répondre. Ah oui, tu es là pour ça? Là, je viens de Bruxelles, d'un procès en cours aux assises de Bruxelles pour un présumé génocidaire. Et la question, tous les jours, elle revient. Comment est-ce que vous avez appris ceci? Alors, il faut vous dire, le Rwanda est petit. La Belgique est aussi petite. Mais quand on est en Belgique, avec toutes les structures, on a l'impression que c'est énorme. Mais le Rwanda, le voisin connaît son voisin. Et il y a une chose importante à vous dire, à vous rappeler, la radio. La radio au Rwanda, ça a été un instrument incroyable. Ici, je veux parler par exemple de la radio. Il y avait d'abord une seule radio, la radio nationale. Et en 1993, on va avoir une deuxième radio, la fameuse radio-télévision des 1000 collines. Il n'y avait pas de télévision, c'était juste la radio. Et cette radio, on va finir par l'appeler aussi Radio Machette. Elle diffuse sur tous les coins de rue, dans les bars, dans les cabarets, sur les barrières. Vous n'avez pas une radio à la maison, vous avez droit à tout ce qui se passe. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se dire à la radio. Le meurtre se dit à la radio, parce qu'on encourage les battus, on encourage de travailler, parce que tuer, c'est travailler égale tuer. Et donc, on félicite ceux qui ont tué, débusqué les cafards, et on dit qu'on ne peut pas passer à côté du bébé cafard, donc les bébés aussi doivent être tués. Ça se dit à la radio. Et ça, c'est vraiment le premier canal d'information. Le deuxième canal,
c'est que quelqu'un est caché chez des voisins, mais il entend tout ce qui s'est passé, ils racontent leur journée, ils racontent ce qui s'est passé. Mine de rien, autant que c'est le désastre pour les Tutsis qui sont en train d'être assassinés, mais eux aussi, ils sont dans quelque chose d'inouï, puisqu'ils racontent tout ce qu'ils ont vu tuer. Ils énumèrent les noms, donc ça se dit, vous êtes cachés, vous entendez, ça se vante à la radio, mais aussi ceux qui tuent vont en chantant. Et ils crient, ils racontent, à moins de ne pas être au Rwanda, tous ceux qui étaient, ils entendaient. Et on dit que les collines parlent chez nous. Et c'est vrai, sur les collines, ça se disait de partout. Et il y a des gens qui étaient aussi dans des églises, qui se mettaient ensemble, on croyait avoir la protection, mais malheureusement, ça a facilité les tueries. On n'allait pas chercher. Sarah a demandé comment vous avez recueilli ces enfants qui étaient éparpillés partout, n'est-ce pas? Ah, c'était comment vous avez su que ces enfants avaient survécu? Ah oui, d'accord. Bah, désolée, du coup, je vous ai servi autre chose. Non, mais c'est bien, je savais pas mais les informations, justement, après le génocide, Priscille va nous dire son vécu. Mais est arrivé le moment de savoir qui est encore en vie. C'est ça. Et donc, c'est soit par les dires des voisins, quand ils fuyaient, ils déposaient un enfant chez un tel. Moi, j'étais dans un orphelinat, et dans cet orphelinat, c'est un orphelinat qui était subsidié par les Français et les Belges. Et c'est un orphelinat qui existait depuis les années 1950, qui n'était pas pour les enfants Tutsis en tout cas. Et tous les jours, on déposait un enfant qui a été soit recueilli par un voisin ou une nounou qui ne veut vraiment, ne sait pas quoi faire, ne sait pas fuir avec cet enfant, a vu ses parents être tués, prend l'enfant, le dépose à l'orphelinat. Et en même temps, à cet endroit, c'est un lieu où travaillent beaucoup de filles qui rentrent chez elles, dont les frères sont des tueurs. Et donc l'information vient comme ça. Et vous apprenez de bouche à oreille tel qui est caché chez un tel enfant qui a été transféré là. Et en fait, c'est vraiment de bouche à oreille. Et je pense d'ailleurs à une chose, moi je vais promouvoir au niveau des réseaux sociaux, mais je n'aime pas le dictat des réseaux sociaux au point de se dire que c'est le seul canal d'avoir une information, des informations. Parce que c'est par moments abrutissant, mais je peux vous dire qu'on communiquait. On communiquait et c'était parfois des communications de qualité puisque le voisin peut raconter à l'autre et puis l'autre viendra corroborer les dires. C'est une époque qui nous échappe, peut-être qui ne revient pas. Aujourd'hui, on se dit, sans téléphone, comment est-ce qu'on ferait? Mais on a eu des informations comme ça. Et vous suiviez une trace de celui qui a dit, et puis vous arrivez quand même à pas mal de choses. On n'a pas tout appris, je ne veux pas non plus rendre ça tellement beau, parce qu'il y a des gens qui recherchent encore, parce qu'ils n'ont jamais eu, n'ont pas eu la chance d'avoir l'information, alors que les leurs peut-être ont tanné jusque dans les forêts, très lointains. Oui. Quelque chose là, par rapport à ça, puisque j'ai vécu la même situation, je me suis retrouvée survivante j'étais l'aînée de toute la grande famille, mais aussi la grande famille de chez mon mari. Et vraiment, le premier travail qu'on a fait, quand on s'est retrouvés survivants, c'est de se dire qu'est-ce qui a survécu d'autre dans la famille. Alors, moi, j'ai pris le chemin, je suis allée chercher, parce que la région d'où on est originaire, on se dit, ceux qui ont fui, il y en a qui sont revenus et qui se sont installés à Boutaï, au groupe scolaire de Boutaï. Et c'était un camp des gens qui retournaient au pays après avoir survécu, après avoir été exilés un moment au Burundi et qui sont revenus.
Alors je suis allée chercher. Alors tu rencontrais d'autres survivants et qui te disaient ah, tel a survécu, un enfant de tel a survécu. Et tu allais chercher comme ça et tu demandais à tout le monde. Et les gens se donnaient des informations comme ça. Mais c'est vrai que ceux qui étaient des bébés qui se trouvaient où on ne les connaissait pas, il y en a qui n'ont pas retrouvé les familles. Même s'il y a des gens qui ont survécu dans les familles, et ils n'ont jamais connu. Et même jusqu'à présent, il y a des enfants qui étaient des enfants à ce moment-là, qui vont là où on fait la commémoration et qui disent on m'a dit qu'on m'a pris, j'étais bébé, on m'a pris dans les corps qui étaient là. Et regardez-moi, vous voyez si je ressemble à quelqu'un de la région. Puisque je ne me connais pas, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas comment ils s'appellent, ils ne savaient pas d'où ils viennent. Il y en a qui n'ont pas été retrouvés, par exemple. Mes nièces, j'avais une nièce qui était avec sa maman à Kibuye, ça ne me quitte pas, je suis hantée par le fait de me dire peut-être que cet enfant a survécu. Ils n'auraient pas pu nous connaître. Ils n'auraient pas pu dire je connais à ma tante. Et je cherche toujours, c'est utopique, je cherche toujours en me disant je n'ai pas été jusqu'à savoir comment ils ont été tués, puisque je n'ai pas arrivé. Peut-être qu'elle a survécu. Peut-être c'est peut-être quoi. Donc, ce sont des histoires comme ça, on a cherché, on a trouvé certains orphelins, mais il y en a peut-être qu'on n'a pas trouvé. Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai rencontré, en tout cas, entre ceux qui avaient 0 et 5, 6 ans. 6 ans, parfois, c'est des enfants à qui on posait la question comment s'appelait ton père, papa, sa mère et maman. Et puis, quelques-uns ont été parfois ramassés, placés dans des orphelinats, et on leur a donné d'autres noms. Et en grandissant, ils ont un autre nom. Et je peux vous dire qu'à leur adolescence, ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de cassures. C'est un mal-être. C'est comme un enfant adopté qui essaye de rechercher ses racines et que, il y en a qui y arrivent, ils les trouvent. Mais c'est un besoin vital. Et donc, on en a beaucoup au Rwanda. À un moment donné, ils se disent, voilà, il faut se soigner, abandonner cette quête parce que c'est très difficile quand vous ne savez pas comment vous vous appeliez. On vous demande, vous habitiez où? Je sais que mon père rentrait le soir avec une voiture et devant le portail, quelqu'un ouvrait. C'est tout comme souvenir. Et vous ne savez pas repérer ça. Non. Et ça, il y a. Oui, l'importance, j'ai vu l'importance d'apprendre aux enfants les noms des parents. Parce que Roger qui est ici, que vous connaissez, le neveu, avait 4 ans. Il était chez ma soeur avec sa maman. Donc ma grande soeur était voir sa grande soeur. Ils ont été tués là-bas. Il était au dos de sa maman. Un pasteur est venu. Il a essayé de le sauver. Et à un moment, on lui a dit qu'on le cherchait. Ils sont partis jusque loin, mais vraiment loin, près du Congo. Et finalement, il a laissé à l'orphelinat. Et puis, ils ont pris l'orphelinat jusqu'au Congo. Je suis allée à la Croix-Rouge. Ils m'ont dit, allez-y là, on vous prend la photo, on lui envoie, enfant de 4 ans, on lui envoie la photo, on lui posera s'il te reconnaît. S'il te reconnaît, s'il te reconnaît physiquement et qu'il connaît ton nom, on te le ramène. S'il ne te reconnaît pas, c'est tant pis pour vous. La chance, j'étais avec le mari de ma soeur sur la photo, il était vite venu. On lui a envoyé directement ses tantes Priscille, ses papas Françoise, son enfant s'appelle Samy, donc il a tout reconnu. Mon grand-père s'appelait Caliste et maman s'appelait Prisca. Il a tout dit. Donc j'ai eu cette chance, il est venu parmi les premiers.
Mais s'il ne connaissait pas, des fois on posait la question et l'enfant dit oui, c'est Maman Roger. Parce qu'on l'appelle Maman Roger, c'est Maman Roger. Chez nous, on appelle deux fois les mamans par les noms de leurs enfants. Maman telle. Et là, j'ai vraiment vu, j'ai su l'importance d'apprendre aux enfants le plus tôt. C'est l'expérience aussi. Et c'était aussi une des motivations de ce podcast, c'est parce que souvent on a tendance à se dire oui mais c'était il y a 30 ans. Mais en fait je voulais aussi dans les différents épisodes montrer les diverses conséquences en fait de ces 30 ans en fait de la suite de ce drame. Ça passe par le fait de créer des familles artificielles pour pouvoir se reconstruire. Ça passe par le biais de, par exemple, moi, faire le podcast parce que c'est un peu ma manière, en fait, de faire ma part, de rendre hommage, en fait, à ma tante Philomène qui a été assassinée et qui était la responsable de l'orphelinat et qui était ma figure maternelle à l'orphelinat. Et donc, je me suis toujours dit, il faut que je fasse quelque chose, en fait. Elle est pas morte en vain. Vu tout ce qu'elle m'a transmis, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, chaque petite chose, en fait, chaque petite pierre permet, en fait, avec cette résilience, justement, de transmettre 30 ans après des messages et des parcours hyper importants, je crois. Et déjà, je suis très contente de voir la salle comme ça parce que je sais que c'est des thématiques qui ne mettent pas toujours, comme on l'a dit au tout début avec Nuancier Média, toujours à l'aise. Mais je pense qu'en termes de faire société, de faire ensemble, se comprendre, avoir une écoute de soi, se regarder aussi, parce que des fois, c'est très difficile de se rendre compte de l'impact qu'en fait a eu ce traumatisme dans nos vies, dans notre manière de faire ou pas confiance. Je ne sais pas si vous avez tous écouté le premier épisode, mais justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser, tant Priscille. Tu as fait preuve d'une grande confiance en moi, en fait, en te livrant dans cet épisode, alors que justement, après tout ça, comment tu as pu reconstruire en fait, ta capacité à t'autoriser à te laisser approcher, à partager des choses avec des personnes, parce que ça casse quelque chose, quoi. Oui. Ça brise la glace. Ça brise la glace. Merci. Je me suis retenue pendant longtemps. En fait, le fait de se retenir, tout à l'heure, j'ai voulu expliquer, ça m'a échappé. J'étais responsable de beaucoup de choses et je me suis dit, si je commence à parler, si je commence à raconter, à me souvenir de tout ce qui s'est passé, je ne vais plus m'en sortir. Je vais être très faible. C'est ce que je me disais, je ne sais pas si c'était ça, mais je me suis en fait empêchée de parler. Un moment, je pense que Marianne est venue, j'ai fait confiance. Et c'était le bon moment parce que les enfants grandissent, ils se prennent en charge. J'étais moins chargée et je pense que ça tombait bien. C'était le moment. Il fallait parler un jour. On vous l'a peut-être pas dit, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais ce projet, en fait, il est déjà là depuis 2 ans, 2 ans et demi. On l'a déjà mûri dans le salon de tante Priscille, avec des petits enregistrements, des petits rushs comme ça, parce que justement, c'était... toi comme moi, il fallait qu'on se sente de le partager. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai un ami qui m'a fait son retour parce qu'il a écouté le premier épisode et puis il m'a dit « Mais en fait, pourquoi tu parles lentement comme ça ?» Et puis là, j'ai dit « Mais en fait, tu te rends compte que c'est la première fois que j'en parle en fait et que je sais que des gens vont écouter. » Et donc en fait, ça a été, je parle lentement dans l'épisode
parce que parce qu'évidemment il y a du montage, mais en fait à chaque fois je savais que ma voix allait commencer à flancher, et donc du coup je posais toujours bien ma respiration pour pouvoir tenir les phrases, parce que justement en termes d'émotion, c'était la première fois que je parlais publiquement par exemple, dans l'épisode, je parlais de cette honte de régression que j'ai vécue post-génocide, que j'étais un enfant qui, à l'orphelinat, je faisais plus pipi au lit. Et c'est en Belgique que j'ai recommencé à faire pipi au lit post-génocide, parce que ça m'a tellement mis dans une insécurité, dans un mal-être, que du coup, oui, j'ai recommencé à faire pipi au lit. Et pendant bien 2 ans et demi. Et je sais que plus jeune, ça a été quelque chose vraiment que j'avais honte de me dire, tu fais encore pipi au lit, t'as 6 ans, quoi, je veux dire. C'est que, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, grâce à mon travail en termes de thérapie, que j'ai pu en fait identifier en fait que c'était juste une régression en fait, parce que la petite fille de 4 ans et demi a vécu ça, sa manière physiquement de le manifester, c'était de recommencer à faire pipi. Grâce à cette connaissance, si on veut réparer, pardonner aussi par rapport à ce regard très jugeant que j'avais sur moi. Donc c'est aussi avec ce podcast une réparation, une pommade que l'on partage si on veut. Je dis souvent, j'aime bien s'embrasser, se pommader, et c'était une manière aussi de s'autoriser à avoir cet espace et de le rendre public, parce que des fois c'est des conversations qu'on sait que des fois on aimerait bien avoir, mais avec par exemple des proches, vraiment proches, intimes, etc., on n'est pas toujours à l'aise de se dire, et donc on se dit l'air de rien, voilà, si tu veux, il y a le premier épisode, tu peux l'écouter, et après on débriefe, on en parle si tu veux, mais au moins tu comprendras un peu mieux cette manière de faire en fait avec autrui, que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle fonctionne comme ça, il y a déjà un peu plus de pistes, et à plus grosse échelle, même si je ne sais pas combien de personnes ont réellement écouté ce podcast, c'est aussi en termes de Belges et diaspora rwandaise, se rendre compte comment on fait au quotidien ensemble, en fait, quand on va à l'école, quand on va se soigner à l'hôpital, quand on décide de faire des projets de couple ou des projets d'amitié, comment on fait en fait, quel bagage on a avec soi, et franchement je suis tellement contente de ce casting, franchement vous imaginez même pas, quand j'ai mis les photos et que je dis voilà nos invités, j'étais là mais waouh, 3 ans après, voilà qui... Toutes les 3, on est là. Toutes les 4, on est là. Parce qu'il y en a une qui... je dis toutes les 4 parce qu'elle est là aussi, même si elle est un peu plus gênée de parler en public. Mais elle l'a fait et je suis déjà hyper fière d'elle. Et je te le redis, franchement, je suis fière de toi de t'être autorisée à poser ta voix et ton vécu sur ce projet. Parce que... on n'en a jamais parlé, quoi, en famille. Jamais, tu t'es jamais autorisé à le dire, à en parler. Et là, cette archive, elle est là, quoi. Les enfants, des fois, nous en veulent de ne pas pouvoir parler, mais ils ne savent pas le bagage qu'on a. À mon avis, ils ne se rendent pas compte. Pouvoir parler, c'est aussi une force. À mon avis, là, c'est parti. Si tu parles pour la première. On y est, c'est bon. Spécieuse, à chaque fois, elle nous disait il faut écrire, il faut parler. Je la regarde et je dis... Non, pas qu'elle n'a pas parlé, elle a parlé autrement. À chaque commémoration, elle a parlé par les larmes. Elle a pleuré d'abord. Et je crois que c'est le premier pas.
Les pleurs, c'était ma parole. Il a exprimé ce qu'elle avait par ses larmes et il est temps que, puisque les larmes n'expriment pas, on ne peut pas, ces enfants, les enfants ne peuvent pas comprendre. Mais il fallait passer par là, je crois. Et il était temps, 30 ans. 30 ans. Ouais. Ce n'est pas facile. Hein. On a été élevés, vous l'avez dit au début, comme ça. Tout ce qui nous fait mal, on ne doit pas le dire. On ne doit même pas dire ce qu'on a mangé à la maison. On ne doit même pas dire si on a une organe, il y a de la bière à la maison. On a préparé de la bière, on ne dit pas au voisin. On a des choses, c'est dans notre culture. Moi, j'ai écrit mon livre aussi et j'aimerais bien que mon livre participe à votre projet parce que ce n'est pas facile de lire, mais d'écouter la lecture de l'autre, c'est vraiment, je crois que c'est plus facile. Mon livre s'intitule Pour que tu saches. J'estime que ce que nous avons vécu, tout le monde doit savoir. C'est un crime contre l'humanité. D'abord, ouais, ça a été contre nous. Mais c'est contre l'humanité, c'est comme ça qu'est défini le génocide. Donc, personne de l'humanité ne doit ignorer ou être indifférent. On est concerné. J'aimerais que tout le monde se sente concerné. Parce que ça peut arriver aux autres. Ça n'arrive pas qu'à nous. Ça peut arriver si on ne fait pas attention. Ah, si j'ai parlé, les autres vont parler aussi. Ouais. Ah oui, si elle a parlé et qu'elle a permis d'écrire de son témoignage, vraiment bravo. J'étais très contente de voir qu'on a un livre de 11 témoignages de personnes qui ont parlé pour la première fois, qui ont exprimé, c'est un petit morceau évidemment, mais c'est quelque chose. Parce que ça, c'est arrivé, moi je me dis, si on ne le dit pas, ce n'est pas ceux qui sont morts qui le diront. C'est arrivé et nous avons survécu. Ce n'est pas pour rien. Si on ne dit rien, c'est comme si on n'avait pas survécu. Ou bien que rien ne s'est passé. Ils ne sont pas disparus par magie. Donc, si on ne le dit pas, on est vraiment, on leur doit ça, je crois. On leur doit ça parce qu'ils ne feront pas les bouches pour parler. Mais nous le devons aussi, puisque ça nous est arrivé et on a la chance de pouvoir le faire. Parce que si on ne parle pas, c'est vrai que c'est dans notre mentalité, mais aussi on a vécu des injustices depuis 50 ans. Mais on ne pouvait pas en parler. À qui on pouvait en parler? On ne pouvait pas en parler à ceux qui l'ont fait, puisqu'on disait ici, et puis après, ça se calmait et on habitait toujours à côté des bourreaux. Tout comme ceux qui sont Rwanda le font maintenant. Et on ne pouvait même pas le dire à nos enfants. Nos enfants ne pouvaient pas savoir parce que c'est les insécurisait. Dire que demain ils vont être tués, pardon. Depuis les grands-pères et pour tout vous dire ça. que la parole c'est compliqué pour nous. C'est difficile. On a été obligé de se taire, mais maintenant on a le droit de parler. On est en Belgique déjà. Et puis l'État qui tuait n'est plus au Rwanda. Au Rwanda, on peut parler, on peut commémorer. On perdait les gens en 1963, on avait tué les gens, on ne pouvait même pas les enterrer dignement, on ne pouvait même pas dire qu'on a perdu les gens dans la famille. On faisait comme si rien nous était passé. On s'est tué pendant longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça aussi. Il y a des choses horribles. Il y a des choses aussi qu'on dit, si je le dis, est-ce que quelqu'un va comprendre? Moi-même, je ne comprends pas, elle le disait. On ne comprend pas, mais c'est arrivé. Mais on essaie. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Mais c'est comme on balbutier, quoi. On essaie. On essaie de l'exprimer, mais il n'y a pas de mots qui pèsent autant que ce qui a été. Donc, mais c'est arrivé. Et ça nous est arrivé. Et on est là. Donc, on doit le passer au reste de l'humanité. Les gens qui demandent comment ça s'est passé, est-ce que tu es tout, tu es tout. Et je dis, j'écris maintenant. Au moins, on va le lire quelque part. Et puis pour nos enfants aussi,
C'est vrai, nous, on a vécu, on ne parlait pas, on ne disait pas, c'est ma fille. On ne disait pas qu'on était Tutsi, parce qu'un Tutsi, c'était l'ennemi du pays. L'aîné qui a appris ça pendant en 90, quand ça c'était chaud, et qu'on disait les Tutsis, ce sont les ennemis du pays, ce sont les cafards. Il est venu et nous a dit, nous, on n'est pas. J'entends dire qu'il y a des Hutus des Tutsis. Vous ne savez même pas le dire dans notre bouche. Le papa a pris son carte d'identité et lui a montré, puisque c'était consigné dans la carte d'identité. Dans la chambre à coucher, il a montré, voilà, moi je ne suis pas des vôtres, je ne suis pas Tutsi, je ne suis pas l'ennemi du pays, c'est votre affaire. Moi je ne suis pas des vôtres. Elle a fait jurer qu'elle ne serait pas Tutsi comme vous l'avez dit. On n'a pas choisi, tu n'as pas choisi, mais tu es une autre fille, c'est comme ça. Et comment vous avez fait des enfants sans chaque jour on va nous tuer? Des choses comme ça. Non. Mais donc on se taisait puisque ce sont des choses qu'on n'a pas à se connaître. Même ici, raconter une histoire. D'ailleurs, c'est la maternité ici aussi, hein, en Belgique. Ce qui fait mal, on ne le dit pas. On ne raconte pas de mauvaises nouvelles aux gens qu'on aime. On les blesse quelque part, on fait porter quelque chose qui n'est pas. Oui. Alors, nous, c'est ce qui nous est arrivé, de l'humiliation, de les insultes. On n'était pas des êtres humains. On est fiers de dire ça? Non. On n'est pas fiers d'être un cafard, un serpent, quelque chose à écraser, non. Ce n'est pas facile à admettre soi-même et faire admettre aux autres qu'on était comme ça, c'est dur. Hein. Mais c'est arrivé. Et nous avons survécu à ça. Si on ne le dit pas, ce serait comme si rien n'était arrivé. Et puis il y en a qui le nient. Les négationnistes sont là et eux qui parlent. C'est comme si ils voulaient exterminer qu'il n'y ait plus aucun Tutsi. C'est comme s'ils avaient fini si on ne dit rien. Mais tu as écrit, et là aussi on a en plus fait ce format audio, donc on est là aussi, on fait du bruit aussi. Oui, c'est hyper important. C'est important, puisque ceux qui font du bruit dans le sens contraire, dans le sens de mentir, de dire que ça n'a pas existé, ça n'est pas arrivé, et ils ont beaucoup d'énergie. On porte nos voix. Et merci. Merci de le faire, puisque ce n'est pas donné. Je connais beaucoup qui n'ont jamais ouvert leur bouche, même qui n'ont pleuré pas complicité, qui ne viennent pas en commémoration, qui ont des blessures, même physiques, qui cachent sous les vêtements, qui ne te diront jamais que c'est arrivé à son mari. Mais à force de voir qu'on fait, ils s'autoriseront aussi à pouvoir le faire. Ou en tout cas, ce sera là. Chacun fait son chemin aussi. Oui, certainement. En tout cas, merci pour votre travail, c'est important. Moi, j'aime bien ceux qui donnent la parole à ceux qui croient ou que la société en général ne donne pas droit à donner. Il faut que ces gens-là soient visibles. Parce que ce sont des êtres humains. Je vais finir par c'est le droit de les on va tout doucement arriver à la fin de notre rencontre. J'ai vu une main se lever. Oui, parce que j'ai écouté madame et elle me donnait justement une idée, c'est de savoir si justement l'association a cette vocation de mettre en lumière les personnes qui ont envie d'apporter leur témoignage et comment est-ce que c'est possible de se manifester alors dans ces cas-là? Alors ici, c'est la première version du podcast. Mais en fait, comme les retours sont bons, je pense qu'à mon avis, il y aura d'autres versions. Ça deviendra un peu un rendez-vous. Et donc oui, j'ai déjà reçu des personnes qui me disent « Ah, j'aimerais bien pouvoir témoigner, est-ce que je peux être interviewée ?» etc. Et donc, du coup, grâce à ces retours, on pourra aussi les rencontrer. Et leur permettre aussi de participer aux prochains épisodes et trouver des thématiques aussi. Parce que c'est ça aussi qui était important, je trouve, dans cette démarche, c'est de montrer des focus différents pour justement, parce qu'on parle d'humanité en fait. Et donc parce qu'on parle d'humanité, de faire ensemble, de faire société, de l'intime, de l'individuel et en même temps du collectif, il y a différents points en fait qui font qu'on fait société. Et donc je voulais les mettre en avant
Et donc, je voulais clôturer avec vous pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voudriez que les personnes qui sont venues ce soir, vous nous écoutez, repartent avec quoi pour vous le plus important, ou en tout cas qui vous semble le plus marquant, qu'elles repartent avec chez elles et qu'elles parlent bouche à oreille au-delà des réseaux sociaux, que dans la vraie vie, dans les conversations, parce que oui, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi important de faire des échanges aussi hors réseau. Vas-y, la spécialiste. De quoi? Tu la laisses conclure, c'est ça? Tu lâches... Elle a l'habitude. Elle me pousse, quoi. Mais tu viens de dire que tu étais prête, voilà, là, que c'était... Là, c'est parti. Allez, Tu peux conclure. Moi, Vous avez le droit toutes les deux de conclure. Tu vas devoir parler dans tous les cas. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire à vous qui êtes là, c'est que 30 ans sont passés. 30 ans, c'était 30 ans de peine, de désespoir, mais aussi de reconstruction, de relèvement. Parce qu'on ne pourrait pas ne parler que ce qui nous fait pleurer, ce qui nous a fait pleurer, sans vous dire que après nous sommes remis debout. C'est dire qu'on pourrait quand même, en partageant nos peines, en partageant cette douleur, le génocide, une chose qu'on aimerait, on ne souhaiterait même pas à son ennemi de vivre, mais on pourrait quand même vous partager une lueur d'espoir, que c'est possible de se reconstruire, c'est possible d'aimer la vie après, de refaire sa vie, de reconstruire une famille, d'aimer ses enfants et d'être des personnes normales, même avec la peine, même avec la douleur, parce qu'on a l'impression que voilà, rien ne viendrait de là. Et même ceux qui nous tuaient, tuaient pendant ces 3 mois, disaient que celui qui va survivre, il mourra soit fou, soit de peine et de chagrin, d'angoisse. Donc ils savaient très bien que ce qu'ils commettaient était tellement grave que même celui qui échapperait à la machette et à la mort ne pourra pas vivre. Laissez-moi vous dire que 30 ans après, moi je peux parler d'espoir. J'ai 4 enfants, 2 qui sont à l'université, des enfants normaux qui ont grandi, qui sont nés et grandis en Belgique, qui parlent toutes les langues et tout ça. Je dis, ça vient de moi? Ah ben oui, c'est possible, c'est l'espoir. Et pas que moi, on en a qui ont fait des grandes études, qui deviennent des personnes magnifiques, qui sont des vrais contributeurs dans la société aujourd'hui. Et ça, c'est important quand même de le mentionner. Mais je mentionne aussi qu'il y en a qui meurent encore aujourd'hui de ces blessures. Et donc voilà, ça cohabite, mais l'espoir, tant qu'à faire, il faut le partager. Merci. Merci. Est-ce que tu te sens? Oui, ça va. De conclure. Moi, je dirais que on peut tomber le plus bas possible, mais il faut se donner la force de se lever parce que il faut continuer à vivre. Il faut se donner l'espoir à soi-même et à ton entourage, tes enfants et tout. Les enfants ont besoin de nous, donc il faut continuer à vivre. Il faut se donner vraiment cette force. Je pense que nos tueurs ont mal quand ils nous voient. Oui, on a continué à vivre. Ils croyaient que même s'il y en a qui ont survécu, qu'on n'allait pas pouvoir encore vivre d'une façon normale. Mais ils sont étonnés. C'est vraiment ça, pouvoir se relever en fait, se donner... créer le pouvoir en soi, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Merci à Marianne. Je trouve qu'à elle, toute seule, c'est une inspiration. Vraiment, bravo.
Et ben, du coup, on est à la fin. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis à la maison. Je suis hyper contente de cette soirée. C'est aussi la première rencontre de 6 rencontres, mais la première, la lâcher, c'est toujours quelque chose. Et donc, je suis déjà hyper émue et reconnaissante, en fait, que vous soyez là toutes les deux, que tu sois là aussi dans le public. Parce que je pense aussi que je suis aussi la génération, puisque oui, je l'ai vécu, mais j'étais plus jeune. Et donc, du coup, avoir grandi avec une maman et une tante qui l'ont vraiment vécu à des âges charnières dans leur vie, où il y a des choix en tant que femme, en tant que mère, ça m'a aussi fait grandir plus vite, comme tu l'as dit. Et à des fois, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 3 vies, mais ça me permet aussi de me dire que ça vaut le coup, en fait. C'est souvent dans les interviews, ce que je dis, c'est que ce qui m'habite, c'est que je pense vraiment que quoi qu'il arrive, il reste quelque chose. Et de ce quelque chose, il faut construire, il faut créer, il faut se regarder, il faut s'autoriser aussi. Parce que l'idée, c'est pas non plus de performer une résilience, de performer une force. Moi, je suis quelqu'un, il y a des moments de gros down, mais je me les autorise aussi. Parce que voilà, ça fait partie de mon parcours. Et c'est hyper essentiel aussi de m'autoriser ces moments de tristesse, de post-trauma qui sont un peu plus à vif. Et donc, du coup, des fois, j'appelle des amis, la famille, tante Priscille, pour dire, écoute, en fait, là, c'est difficile, en fait. C'est difficile et j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de peut-être me changer les idées, d'aller voir un tel ou aller plutôt à tel ou tel endroit pour me ressourcer, pour m'aider. Et et tous ces moments aussi de s'autoriser à être plus bas que terre, ça permet aussi d'être devant vous, en fait, et d'amener un tel projet avec le sentiment qu'en fait je suis à ma place et que j'ai pu aller mettre tout ce monde ici, et c'est juste incroyable et ça me fait trop plaisir. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez, on peut encore discuter en informel, mais je vous laisse vaquer à vos occupations. Merci.